God not let you miss mamma Vetem honam bon shochni Fetch ida. Bonjour Elina Duni, je suis super heureuse d'avoir cette occasion de passer ce moment avec toi. Bonjour Barbara, je suis contente d'être là aussi. Oh, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors voilà, je m'appelle Elina Duni, je suis née en Albanie et dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à chanter. Ensuite, j'ai émigré en Suisse à l'âge de 10 ans où j'ai continué à étudier de la musique, le piano, j'ai aussi continué à chanter et j'ai ensuite étudié le jazz, le chant, l'arrangement et la pédagogie à la Haute École des Arts de Berne en Suisse. Et j'ai été diplômée en 2008. Voilà. Et depuis là, surtout je tourne, je vis de mes concerts et je tourne partout en Europe. Pendant 10 ans, j'ai eu un quartet avec lequel on a énormément fait des chansons traditionnelles des Balkans et surtout albanaises en jazz, avec Colin Vallon, Patrice Moret, Norbert Pfamata. Et ensuite, j'ai fait un projet en solo, aussi sur ECM, où j'ai chanté en 9 langues différentes, qui s'appelait Partir, qui s'appelle toujours Partir. Et où je me suis aussi accompagnée. Et là, je suis en train depuis quelque temps, je suis beaucoup à Londres, où je joue aussi avec des musiciens là-bas, surtout avec Rob Loft, un super guitariste londonien. Et on est en train de préparer un nouveau disque pour ECM, avec des chansons, des compositions originales, et aussi après quelques chansons méditerranéennes. Voilà. Génial. Waouh, une belle présentation. Bon, merci. Est-ce que tu peux me dire quel est le style de musique que tu fais et est-ce que pour toi ça s'apparente au jazz? Oui, alors ce que je fais, mon jazz est toujours empreint de quelque chose de folklorique, de traditionnel. Si tu veux, j'ai trouvé ma voix, même si j'ai étudié le jazz mainstream, donc le jazz standard, le jazz américain. J'ai trouvé ma voix, j'ai développé ma voix à travers les chansons albanaises que j'ai redécouvertes en fait, puisque je ne les connaissais pas bien quand j'étais petite en Albanie. Ça, c'est encore une autre histoire. Et l'approche jazz, pour moi, était toujours que j'aimais jamais chanter une chanson comme elle est. Enfin, j'ai toujours eu une tendance à réinterpréter les choses, à les prendre. Et puis, c'est comme si je les prenais, je les laissais macérer un petit peu. Et ensuite, j'en faisais une chose dont j'avais l'impression qu'il m'appartient. Et je pourrais dire que j'ai cette approche que je qualifierais de jazz. Donc, puisque le jazz fonctionne souvent, on a un standard, donc on a une sorte de squelette, de forme, de chanson, et ensuite chacun en fait sa propre interprétation, la recrée à chaque fois. Et pour moi, c'est cela qui est très important. Et dans la musique que je fais, c'est que ne pas avoir l'obligation de chanter une chanson de la même façon 2 fois, et d'avoir aussi la liberté de totalement en faire quelque chose d'autre. Et c'est ce qui me procure en fait le plus grand des plaisirs quand je chante ou quand je présente ma musique. C'est cette liberté-là, de savoir qu'on peut à chaque instant, quelque chose peut changer, on peut partir autre part, on peut chanter si on veut tout d'un coup la moitié de la chanson et ça part quelque part d'autre. Bon, ça m'arrive pas souvent parce que j'adore les textes, donc je suis quand même très... j'adore chanter toute la chanson, toutes les strophes, mais suivant les musiciens, voilà, j'ai ce duo avec Rob Loft où tout d'un coup, il y a un côté très structuré et puis de l'autre côté, il y a un côté où chacun de nous peut amener l'autre à partir autre part, à une aventure musicale. Et je trouve que c'est très important d'être prêt à ça, mais il faut aussi que le public soit prêt à ça. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, en fait, des gens qui viennent à un concert pour découvrir, puisque malheureusement, les gens viennent écouter ce qu'ils connaissent déjà. Et beaucoup de chanteurs
rechantent et rechantent les choses qu'ils connaissent déjà. Donc toute cette histoire d'aventure, de se risquer, elle est très importante et fondamentale, et malheureusement de plus en plus rare, et chez le public et chez les artistes. C'est rigolo que tu dises ça parce que, en fait, on en reparlera tout à l'heure, mais le concert que j'ai vu de toi à Flagey, je ne savais pas du tout qui j'allais écouter. Je ne te connaissais pas. Oui. J'étais invitée à ce concert et ça a été une surprise de la première seconde à la dernière. J'ai découvert ton univers, j'ai découvert qui tu étais et tu m'as emportée, mais immédiatement. Vraiment, ça a été instantané, quoi. J'étais transportée. Vraiment, c'était un grand moment. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et donc voilà, Shame on Me, je ne te connaissais pas Ah avant, non. mais depuis ta discographie, je la connais. C'est bien parce que du coup, je t'ai vraiment découvert par le biais de la scène. Oui. Et je trouve ça vraiment... c'est particulier, c'est rare en fait, d'aller Oui, écouter c'est quelqu'un rare. qu'on ne connaît pas. C'est rare, oui. Et je trouve que c'est très important super en fait surprise. de faire ça, d'aller écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne le fait pas assez. Moi, la première, je ne le fais pas assez. De se laisser emporter, en fait. C'est quelque chose qui devient de plus en plus rare parce qu'on est tellement occupé par nos choses, pendant ci, pendant ça. Donc même si on veut aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, souvent on regarde un peu YouTube, on regarde un peu la présentation, l'univers, on se dit ça me plaît pas. Mais en fait, je trouvais ça très intéressant juste d'y aller et puis de se laisser emporter, voilà, de trouver le temps de faire ça. Ouais, tout à fait. On va revenir au début de ton parcours. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ton parcours scolaire? Est-ce qu'il y a des professeurs qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont influencé, qui sont aujourd'hui encore vraiment importants pour toi dans la chanteuse que tu es aujourd'hui? Absolument, oui. J'avais 3 professeurs en fait à l'école de jazz à Berne. Puisqu'avant cela, je chantais, mais je n'avais pas vraiment d'éducation de la voix. J'avais une éducation musicale, mais pas vraiment. Je ne connaissais pas vraiment ma voix. Je ne savais pas comment elle fonctionnait. Je n'avais pas beaucoup de technique. Donc quand je suis arrivée à l'école de jazz à Berne, j'ai d'abord rencontré Virginia Beatrice qui enseigne toujours là-bas. Et c'est l'école préparatoire à l'école professionnelle. Et ce qu'elle m'a dit, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Elle m'a dit, l'émotion, c'est comme des chevaux. Et c'est toi qui as les rênes des chevaux et c'est toi qui contrôle ces chevaux. Ne laisse pas ces chevaux t'amener où ils veulent. C'est toi qui dois les amener où tu veux. Et je trouvais cette image de chevaux et de rennes très importante parce que moi, j'avais une tendance à... Voilà, j'avais toujours énormément d'émotions et ce qui se passait, c'est que j'oubliais totalement ma technique du moment où l'émotion m'envahissait, où j'avais... Voilà. Elle m'a beaucoup marquée. C'est quelqu'un que je vois toujours encore. On est amis. Ensuite, il y a eu à l'école professionnelle deux professeurs. La première, c'était ma prof de chant jazz, Sandy Patton, américaine, qui m'a énormément appris sur comment dire les paroles en anglais, comment dire les paroles dans le jazz, comment avoir le swing, Puisque moi, j'ai toujours eu cette envie les paroles ont toujours été importantes pour moi. Et aussi comment trouver le swing dans ces paroles, dans le phrasé. J'adorais faire les variations, voilà. Cette chose qui était très ancrée dans la tradition américaine. Et ensuite, celle qui m'a le plus marquée, qui est encore ma prof parfois aujourd'hui, je vais encore prendre des cours, c'est Denise Brognard, qui était ma prof de chant classique, mais qui connaissait aussi très bien le jazz et puis le musical et tout ça. Et elle m'a énormément appris sur ma voix, sur la technique. Elle m'a dit cette image très belle, où elle m'a dit un chanteur, en fait, c'est comme un arbre. Et il doit être très profondément ancré dans la terre, et en même temps être très léger, comme les feuilles de l'arbre, et se laisser porter par le vent. Et c'est aussi une image qui continue toujours qui me poursuit
et je l'utilise souvent quand j'ai besoin de m'ancrer. Je pense vraiment à l'arbre. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris, mais qui m'a appris aussi à découvrir ma voix, à la sauver aussi parfois. Et je vais toujours encore la voir parce qu'elle peut me dire voilà, attention là, attention là, attention là, des choses que moi je ne vois pas. Et je trouve très très important d'avoir encore quelqu'un à qui on fait confiance. Et puis même si ça fait des années qu'on chante et puis tout ça, d'avoir quelqu'un qui est comme un miroir. Parce que cette personne-là peut voir des choses que moi je ne vois pas. Dans la respiration, dans des choses tout d'un coup, des maniérismes qu'on prend dont on ne se rend pas compte. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ces trois femmes que j'aime énormément et qui se connaissent. Et je les ai aussi invitées à manger les trois il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et d'ailleurs c'était presque les seules femmes dans l'école de jazz qui est comme tu le sais, le jazz encore, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais est un environnement extrêmement masculin. Et c'était les seules femmes de l'école, voilà, qui enseignaient. Et qui sont restées vraiment... Elles sont restées très proches, mes amies, je vais toujours les voir, on va toujours manger ensemble, on parle toujours... Parce qu'à la fin, ça devient presque une... Et deux d'entre elles n'ont pas d'enfants, donc elles ont cette relation, il y a vraiment cette relation un peu de maternelle en fait, et puis on se sent bien, on se sent protégé, et puis maintenant moi j'ai envie de faire attention à elles, et puis voir comment est-ce qu'elles vont, voilà, donc c'est très beau, ouais, c'est vraiment très beau, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans tout enseignement, surtout la musique, mais j'imagine dans plein d'autres, est une transmission, donc du moment où cette transmission elle a lieu, c'est magique en fait, et c'est un lien qui est extrêmement fort et qui est là pour toujours. Est-ce que toi tu enseignes ? Alors moi, non, j'enseigne pas. J'ai un petit peu enseigné à la fin de l'école, mais j'ai très vite commencé à tourner et j'ai pas enseigné. Par contre, il m'est arrivé de donner quelques workshops ou quelques masterclass et j'aime beaucoup faire ça. Mais je ne me sens pas prête encore à enseigner sur une base de chaque semaine, à suivre des élèves. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est encore pas pour moi, hein, dans le futur, on verra. Mais j'aime beaucoup faire ça, puisque je viens d'une famille d'enseignants. Mon grand-père était enseignant, ma grand-mère était enseignante, ma mère était prof aussi, et docteur en sciences de l'éducation, donc à Genève. Donc oui, c'est un petit peu dans mon sang. Ça fait partie de toi. Ouais, exactement, ouais. Bon, quand ce sera le moment, peut-être. Absolument. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Ouais. Parce que les mauvais profs, on sait tous ce que c'est, on n'a pas envie de ça. Voilà. C'est sûr. Est-ce que tu as pour toi une représentation de ce que c'est la modernité ? Est-ce que c'est important pour toi d'être moderne ? Ou bien est-ce que la modernité pour toi, c'est la tradition ? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais me dire à propos de la modernité ? Alors, bien sûr que la modernité, c'est un concept aussi qui évolue dans le temps. Donc, ce que je pense de la modernité aujourd'hui n'est pas la même chose que ce que je pensais de la modernité il y a 5 ans. Tout d'abord, quand j'ai commencé en 2004, déjà le travail avec le quartet sur ces chansons albanaises et balkaniques assez anciennes, pour nous, c'était quelque chose d'assez moderne finalement de les remettre dans un contexte jazz. Un jazz assez modal, aussi avec des éléments de free jazz, et aussi un jazz basé beaucoup sur les sons, la sonorité. Donc finalement un jazz assez moderne. Et pendant 10 ans, on a fait cette musique-là, et pour moi c'était moderne de pouvoir apprendre du passé, de pouvoir prendre le passé et le remettre, lui donner des autres couleurs, mais finalement tout en gardant cette essence poétique de ces chansons, de ce qu'elles voulaient dire, des métaphores, de s'inspirer de cette poésie du peuple, et finalement de rendre ces chansons-là aux Albanais, tout simplement, premièrement, auxquelles elles ont été prises, puisque longtemps elles ont été utilisées comme une propagande par le Parti communiste, par exemple. Et ensuite aussi de faire découvrir au reste de l'Europe
ces choses-là et de bâtir des ponts. Ça veut dire de pouvoir montrer le jazz à travers ces chansons aux Albanais ou aux gens dans les Balkans et en même temps à travers le jazz pouvoir montrer le folklore albanais à un public ouest européen. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que je ne travaille plus avec le quartet, donc j'ai commencé un autre chemin, tout d'abord avec le solo, qui pour moi a été un tremplin pour passer à autre chose. Aujourd'hui, pour moi, la modernité n'est plus cela. Aujourd'hui, la modernité, c'est de pouvoir écrire mes chansons et de pouvoir parler de choses qui m'inquiètent, ou de pouvoir parler de choses universelles, de pouvoir parler de la nature, de pouvoir parler des crises migratoires, de pouvoir parler de toute cette ignorance qu'il y a en nous, où parfois on se voile aussi la face, des choses qu'on ne veut pas voir. Donc je suis passée à un autre stade et c'est très important pour moi de pouvoir parler de choses actuelles. Donc si pendant longtemps j'aimais bien raconter des histoires de bergères et de bergers, maintenant j'ai besoin de quelque chose en fait peut-être de plus direct, de ne plus passer par ce qui est sublimé, ce qui est un peu légende, ce qui est un peu conte. J'ai besoin de quelque chose de plus direct et plus ancré dans la réalité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est les chansons qu'on est en train de composer ensemble avec Rob, où je chante beaucoup en anglais, un petit peu en français. Et puis bien sûr, il y a encore cette dimension de la Méditerranée, des chansons folkloriques, ensemble avec ces chansons qu'on est en train d'écrire. Donc elles marchent ensemble, puisqu'il y a encore beaucoup d'influence chez moi de tout ce que j'ai chanté, de toute cette tradition. Mais maintenant, je la traduis différemment. J'ai envie de la ramener dans quelque chose qui est plus actuel. C'est peut-être grâce au fait que tu as fait tout ce parcours que tu peux maintenant être beaucoup plus ancré. Absolument. Je pense que c'est évident et c'était très important pour moi de faire ce parcours-là, avec ces chansons-là, et de comprendre la force aussi de ces chansons, parce que quand on chante des chansons qui ont 200 ans ou 300 ans, on se rend compte aussi de ce qu'elles portent, elles sont toujours là. Alors quand on veut écrire quelque chose et qu'on le compare à ces chansons-là, voilà, ça nous fait aussi nous rendre compte de quel pouvoir a la musique et aussi à quoi est-ce qu'on ose se comparer en même temps. Mm-hmm. Ça nous rend aussi un peu plus humbles par rapport à la musique qu'on écrit. Et donc là, tu me parles de la tradition albanaise. Est-ce que, de la musique albanaise oui. et des Balkans, oui. Est-ce que la musique, la tradition jazz américaine que tu as appris quand tu as fait tes études, tu as l'impression que ça te sert aujourd'hui? Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai aussi fait un projet qui était un tribute to Billie Holiday, donc il y a 2-3 ans, où j'ai commencé à rechanter tous les standards qui me plaisaient, les chansons de Billie Holiday. Et en fait, je pouvais enfin les chanter comme je voulais. Ça veut dire que j'avais trouvé ma voix à travers la tradition albanaise et le jazz. Et maintenant, je peux revenir au jazz. J'ai fait un détour. Je peux revenir. J'avais l'impression que je pouvais finalement m'accaparer ces chansons-là et avoir une voix authentique en les chantant, parce que j'étais passée par la tradition. Et j'avais plus l'impression que j'essayais d'imiter qui que ce soit. Donc, ou que c'était pas très intéressant. Parce que le problème du jazz, finalement, c'est ça. C'est que c'est toujours la même chanson et qu'on doit trouver une voix un peu unique pour le réinterpréter. Et parfois, il faut faire des détours pour pouvoir y revenir. Donc, absolument. Et aujourd'hui, j'adore chanter des standards parce que j'ai l'impression que je peux. Finalement, après 12 ans après 12 ans, je peux y revenir et avoir du plaisir à les chanter et à trouver ça et à me trouver intéressante, parce que on peut toujours trouver la musique intéressante, mais est-ce qu'on y trouve sa propre voix là-dedans? Après, ça aussi, c'est une question importante. De voir ce que toi tu peux apporter. Exactement. J'ai l'impression que maintenant je peux apporter quelque chose. Alors qu'avant, je pense que j'avais pas cette impression-là. C'était plutôt quelque chose qui correspondait à l'étude, à ce qu'on devait faire, à l'école, tout ça. Et j'ai dû fermer ce chapitre-là pendant des années.
Et maintenant, j'y reviens avec grand plaisir. Ouais, c'est super. Tu nommes Billie Holiday, tu Oui. as fait ce projet. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs qui sont vraiment des grandes influences que tu peux nommer, Oui. que ce soit vraiment dans l'histoire du jazz, que ce Mhm. soit dans la musique actuelle Des chanteurs. Des chanteurs, ouais. Alors oui, il y a Ella Fitzgerald, ça c'était une des premières que j'ai écoutées, qui m'a énormément influencée dans son phrasé, dans sa façon d'utiliser sa voix de tête et sa voix de poitrine, la façon dont elle glisse de l'une à l'autre, avec cette technique incomparable, cette voix de velours. Après, une chanteuse qui m'a énormément influencée par sa musicalité et par sa façon de dire, de raconter une histoire, c'est Shirley Horn. Et aussi une que je trouve qui n'est pas assez reconnue, c'est Carmen McRae, qui est quand elle chante un thème, la façon dont elle chante, elle est comme un instrument dans tout ce qu'elle fait, dans tous les chromatismes. Elle est vraiment une chanteuse de bop, quoi. Et, aussi comme elle raconte une histoire, cette distance qu'elle a, cette ironie, c'est extraordinaire. Une autre qui a fait un album extraordinaire, Portrait of Sheila, c'est Sheila Jordan. Elle, je l'ai rencontrée, je l'ai vue par hasard live en 2003 à Genève, juste avec un contrebassiste, Cameron Brown. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais m'emmerder, juste... qu'est-ce que je vais m'ennuyer, juste pendant 1-2 heures à écouter une chanteuse avec un contrebassiste. Je me souviens de cette pensée. Et j'étais assise là au premier rang et j'étais du début à la fin comme ça. J'arrive bouche bée, totalement bouche bée par cette femme qui racontait ses histoires, qui chantait. J'avais jamais vu une chanteuse de jazz comme ça. Elle aussi, elle a ses influences amérindiennes, desquelles elle parle, qu'on ressent beaucoup quand elle improvise, par exemple. Toutes les histoires qu'elle raconte, donc elle nous a emmenés comme ça dans un voyage. Je la trouve extraordinaire, cette femme. Et aujourd'hui, elle a presque 90 ans. Elle continue. Elle a eu 90 ans. Elle a eu 90 ans. Ouais. Elle continue encore à tourner, elle est géniale. Après, je vais faire court. Il y a une chanteuse qui m'a énormément parlé. Il y a une chanteuse qui m'a énormément influencée qui s'appelle Sitzel Andresen. Et c'est surtout les albums qu'elle a fait avec Bouke Wesseltoft. Il y en a eu 3, les duos. Ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'était aussi le mix de chansons. On pouvait avoir quelque chose de totalement free, improvisé. On pouvait avoir tout d'un coup une chanson de Neil Young et tout d'un coup une composition qu'ils avaient fait tous les deux. C'est cet univers-là et aussi la façon que Sitzel a de raconter une histoire, de travailler avec le son, avec les paroles. Et elle avait aussi dit quelque chose de très intéressant dans une masterclass. Quelqu'un lui avait demandé « Mais comment tu fais pour interpréter quelque chose ?» Et elle avait dit ça, elle avait dit que en fait, je me concentre sur le son. Et quand le son est juste, l'interprétation est juste. Et elle a mis le point exactement sur ce que j'avais appris d'elle, en fait, sans le comprendre, pendant mon travail avec le quartet, où j'ai beaucoup aussi commencé à expérimenter avec ma voix en tant qu'instrument. Et c'est exactement ça. Elle disait, si ton son il est juste, si tu es juste dans ton son, ton interprétation elle sera juste. Parce que il y a quelque chose dans l'interprétation de l'ordre de... Pour moi, ce qui différencie en fait une interprétation artistique d'une interprétation, on dira kitsch, c'est exactement cette distance qu'on a par rapport à l'émotion. Donc si on chante « je pleure » et quand le chante « je pleure », on laisse aucun espace à l'auditeur à ce qu'il puisse se projeter dans ce pleur-là. Mais si on chante « je pleure » et on le chante « je pleure », avec cette distance, et c'est la même chose quand on dit les paroles, c'est la même chose pour les acteurs, eh bien dans cette distance-là se trouve l'art et se trouve aussi le choc émotionnel qu'on peut provoquer au public. Et en fait, c'est cette retenue. Et Sitzel, en parlant de cette concentration sur le son, elle parlait exactement de cette retenue qu'elle a. Et moi, j'apprécie énormément ça chez elle. Et
ça m'a fait tilt, flash. J'ai eu un flash, je me suis dit, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça que je cherche aussi. Puisque j'ai toujours chanté des choses très émotionnelles, des Balkans, qui ont plein de pathos. Et on peut très facilement, ces choses-là, les rendre kitsch, un peu dégoulinantes comme ça, de sucre et de larmes. Et c'est très balkanique. Mais de pouvoir avoir cette distance-là, pour moi, c'est extrêmement important pour que l'émotion soit juste et sincère. Et ça, j'ai appris aussi beaucoup grâce à Colin Vallon, avec lequel j'ai énormément travaillé pendant 10 ans, le pianiste du quartet, qui me disait, mais chante cette mélodie comme Miles, pense à Miles. Juste les notes simples. Donc pas trop d'ornements, ce qui fait que quand je fais un ornement, baf, on le remarque. Donc il y a un peu ce côté, on dirait scandinave un peu, aussi dans ce que je fais ou ce que j'essaye de faire. Il y a d'autres instrumentistes qui t'ont influencé ou qui t'influencent? Oui, bon, Miles, voilà, c'était ma claque dans le jazz, des très jeunes en fait. Chet Baker, beaucoup. Sinon, il y a aussi beaucoup d'instrumentistes comme Arvind Arset, Bouke Wesseltoft, Bill Frisell. Qui d'autre? Un pianiste que j'adore aussi, c'est Shai Maestro. J'écoute beaucoup de musique non vocale en fait. Ça me parle beaucoup. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres, mais tu sais comment c'est quand on te demande. Je connais. Voilà. Est-ce que tu te considères comme une chanteuse de jazz? Oui, ouais. Absolument, oui. Rien que par le fait, cette liberté dont je te parlais, j'ai souvent dit que pour moi le jazz est un peu comme une maison où tout le monde est bienvenu. Et qu'aujourd'hui le jazz, ça ne correspond plus vraiment à un style musical, mais plutôt à un point de vue. À comment est-ce qu'on regarde les choses, un point de vue sur les choses. Donc pour moi, du moment où on regarde quelque chose comme un espace de liberté, c'est du jazz. Et c'est ce que j'aime dans le jazz. Il est très large et il enveloppe tout, puisque ce qui est fondamental dans le jazz, c'est cet esprit d'improvisation. Donc, on peut le faire avec tout, en fait. Cet esprit de liberté d'improvisation, on peut le faire avec plein de styles qu'on met dans le jazz. Après, bien sûr qu'il y a un certain langage qui vient de la tradition et tout ça, mais il peut être traduit dans des styles différents. Tu parlais des sujets actuels dont tu te sentais proche pour le moment. Est-ce que tu as l'impression que le rythme de la société influence ta musique? Non, pas le rythme de la société. J'ai l'impression que ce qui influence ma musique aujourd'hui, c'est plutôt... C'est pas le rythme, mais c'est plutôt l'humeur de la société. Ça veut dire... On sait très bien qu'on vit dans une société injuste, on sait très bien que... Voilà, que nous, on a beaucoup de choses ici parce qu'on est né du bon côté de la terre. Mais en même temps, cela ne sert à rien de culpabiliser ou de faire culpabiliser les autres. Donc j'ai l'impression en fait que j'ai besoin de leur donner plus de légèreté. Et j'ai l'impression que la seule façon d'avancer ou de parler de choses graves, qui ne fait pas culpabiliser, c'est la légèreté, c'est l'humour. Et c'est ce qui me porte aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai adoré tout ce qui était tragique, tout ce qui était très fort émotionnellement, et je l'adore toujours. Mais en rencontrant Rob Loft, qui lui est un personnage plein de lumière et de légèreté, il porte aussi beaucoup cet humour anglais en lui. J'ai l'impression que j'ai envie aussi de donner un peu de légèreté à ce que les gens puissent respirer. Et peut-être ça va les faire plus réfléchir que si on les fait culpabiliser avec la morale. Parce que finalement, il faut trouver les moyens pour faire quelque chose, pour qu'on puisse tous agir. Et chacun cherche
Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi d'autres disciplines artistiques qui t'influencent? Le cinéma, Mm. j'adore le cinéma, je suis une grande cinéphile. La littérature, j'ai grandi avec les livres, mon grand-père était écrivain, ma mère aussi, par le fait qu'ils étaient pédagogues, donc ils étaient aussi écrivains. Ma mère l'est toujours. J'essaye de trouver du temps pour lire, voilà, le rythme de la société dont tu parles. C'est qu'on la retrouve. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Je dirais ces deux autres formes. Le théâtre un peu moins. J'ai grandi dans des théâtres parce que mon père est metteur en scène de théâtre, mais ça m'a influencée quand j'étais petite. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup au théâtre. C'est une forme qui me... Enfin, je pense qu'il doit aussi se retrouver sa propre actualité et comment se positionner dans ce monde. Finalement, je trouve que pour nous, musiciens, c'est le plus facile, puisque la musique, personne remet en cause la modernité ou l'actualité de la musique, parce qu'elle est toujours là. Et c'est plus difficile peut-être pour les autres formes d'art. Mais je pense aussi en même temps que puisqu'on est la forme d'art la plus écoutée, la plus partagée, enfin, je connais presque personne qui n'aime pas la musique. Je pense aussi qu'il y a on porte aussi une grande responsabilité, puisqu'on a cette voix-là à dire les choses et puis à passer des messages. Mm-hmm. Si on parle de mélodie, tu disais que pour toi, ce qui importait, c'était vraiment l'interprétation de la mélodie. Mm-hmm. Et d'avoir cette grande liberté. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus vraiment de l'importance de la mélodie? La mélodie, La mélodie, en fait, elle comporte en elle et le rythme et l'harmonie. Mm-hmm. Donc, elle est un petit peu le concentré. Pour moi, une mélodie, c'est un concentré de musique. C'est vraiment ce que je trouve important, c'est de pouvoir avoir dans une mélodie la profondeur de tout ça, donc de tout ce qu'elle représente. C'est pas juste la 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 la. Donc on est un petit peu conditionné aussi par des mélodies très faciles, très simples dans la vie de tous les jours ou dans la musique mainstream, ou bien même des mélodies qui nous poursuivent, qui sont en fait très très bien faites, comme pa 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 la. Ça c'est SNCF. Une fois qu'on a entendu ça, on l'oublie jamais. Et en fait, je savais pas, mais c'est comment il s'appelle, très connu, le français Jarre. Oui. C'est Jean-Michel Jarre qui l'a composé. Ah, je savais pas. Et elle est quand même cette mélodie, autant qu'elle est très ennuyeuse parce qu'on l'entend tout le temps. En fait, quelque part, elle est géniale parce qu'on l'oublie pas. Elle est très très bien faite. Et on l'identifie directement. Donc, si tu veux, la mélodie, voilà, c'est assez complexe. Donc, il y a ce genre de mélodies qui nous poursuivent, ou bien certaines mélodies de ABBA qui, moi, me poursuivent aussi parfois. Et en même temps, il y a aussi des mélodies beaucoup plus complexes, des tours de mélodies beaucoup plus longs, et qui nous disent beaucoup plus sur l'harmonie et sur le rythme. Par exemple, il y a dans la tradition albanaise, toutes les choses qui sont dans un rythme un peu complexe, en fait, c'est le rythme qui suit la mélodie. Donc, du moment où on apprend la mélodie, on a le rythme. De façon, ça va tout seul. Par exemple, il y a quelque chose qui fait... Donc là, c'est vraiment, je fais du 9, ensuite je fais du 7, ensuite je fais du 3, du 7 et du 5. Mais c'est la mélodie qui me le guide, ce rythme. Donc si je veux apprendre ce rythme, c'est beaucoup plus simple avec la mélodie. Mélodie, elle... comment te dire, pour moi, c'est vraiment un concentré de tout ça, en fait. Mm-hmm. Et j'adore les mélodies. J'adore pouvoir
les varier. Du moment où il y a une mélodie qui me plaît, j'adore pouvoir voir qu'est-ce que je peux faire avec cette mélodie, où est-ce que je peux l'amener, où est-ce que sont ces points les plus importants, et puis qui sont fixes, et comment je peux tourner autour de ces points-là. Comment je peux prendre cette même mélodie et la remettre dans un autre contexte. Enfin, il y a plein de choses, plein de jeux, entre guillemets, à faire avec les mélodies. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait. Et alors, donc quand je t'ai vue sur scène, tu as chanté en 9 langues différentes. Oui. Et alors, c'est assez... ce qui était très touchant, je trouve, c'est de voir que, en fait, peu importe les langues, peu importe si on les comprend ou pas, enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti. Ce qui était troublant, c'était l'émotion que tu transmettais à travers chacun de ces textes et chacune de ces chansons. Et voilà, qu'est-ce qui pour toi importe quand tu chantes, quand tu utilises une langue pour chanter? Et tu parlais également de l'importance de chanter sans parole. Donc est-ce que pour toi la voix est un transmetteur d'émotions? Est-ce que le texte et l'histoire que ça raconte est vraiment important également? Enfin, voilà, est-ce que tu peux un petit peu approfondir ça? Alors, c'était d'abord, j'ai chanté dans toutes ces langues. J'adore chanter dans des langues différentes parce que j'adore les langues en général. Donc j'en parle 5. Mais je chante aussi dans des langues que je ne parle pas. Et pour moi, dans le projet solo Partir, je voulais vraiment mettre en avant l'universalité du départ. Donc c'était très important d'avoir toutes ces langues et c'était aussi plein de chansons que j'aimais dans plein de langues différentes. Parce que d'abord, une langue, elle a en elle-même, elle a un rythme, elle a un tempo et elle a une mélodie qui est... Moi, je me ressens très différente quand je chante en anglais ou quand je chante en français ou quand je chante en italien, en albanais. Aussi parce que c'est une histoire différente, c'est aussi parfois des mélodies différentes, mais la langue en elle-même, ce qu'elle a déjà en elle, elle nous impose certaines choses quand on chante dans cette langue-là. Pour moi, l'émotion est très importante. Elle est souvent liée au texte. Et quand elle n'est pas liée au texte, ce qu'elle essaye de faire, c'est qu'elle essaye de répondre au texte qui a été dit. Donc si tout d'un coup je dis ma strophe et ensuite j'improvise son texte, tout ce que je fais, c'est que j'essaye d'improviser sans parole un écho des paroles que je viens de dire. Donc le texte, pour moi, est la base de tout. Tout commence par le texte. Peut-être parce que je suis la fille d'un écrivain et parce que la parole est très importante, mais aussi parce que la parole impose déjà un rythme et une mélodie. Et c'est autour de ça qu'on va, à mon avis, construire ensuite la musique. Par exemple, si je chante en portugais, même si je ne parle pas le portugais, mais je sais ce que je chante parce qu'on me l'a traduit et parce que je parle français et italien, donc je sais à peu près ce que je chante, je vais pouvoir mettre l'émotion dans le texte, dans ce que je raconte, parce que je sais ce que je raconte. Mais quand je chante en arabe, où j'ai aucun point de repère, même si je sais ce que la chanson veut dire, je vais mettre mon émotion dans le son que je produis. Que je produis avec la langue. Donc, si tu veux, mon point de vue est très différent. Et quand je chante en français, puisque c'est une langue, je suis francophone, l'émotion, elle va être dans le texte, dans le son, elle va être partagée dans tous ces, dans toutes ces dimensions différentes. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois chaque langue, et puis chaque langue sonne différemment dans la bouche. Enfin, elle nous donne un autre... Elle a un goût différent. Donc j'essaie un petit peu de ressentir. C'est un travail en fait que je ne fais pas de façon consciente.
mais qui se fait par mimétisme, qui se fait par où est-ce qu'on apprend la chanson. Alors bien sûr, si j'apprends une chanson fado de Amalia Rodriguez, je vais prendre certaines choses de Amalia Rodriguez. Mais si tout d'un coup, après, j'apprends une chanson, un blues que Billie Holiday a chanté, ou Nina Simone, ou comme Willow Weep for Me, je vais m'influencer de ça et je vais après trouver mon chemin. De toute façon, je vais toujours le retraduire comme Elina. Mais il y a toujours au départ une influence. Est-ce qu'il y a aussi des paroles que tu écris toi-même? Oui. Ouais. Absolument, j'écris des chansons. D'ailleurs, la plupart des chansons originales, j'écris toujours les paroles moi-même. Ouais. En anglais et en français? Oui, j'écris aussi en albanais. J'ai aussi fait tout un album avec des chansons en albanais. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, dans ta discographie actuelle, quel est le morceau que tu as l'impression qui te représente le mieux? Ouf. Et pourquoi? Je veux dire... Ça, c'est très difficile. Ouais, je sais. Je suis désolée. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui te dit non, c'est facile. Qui me représente le mieux. Je pourrais dire qu'il y en a deux. Parce qu'il y a toujours, si tu veux, dans ce que je fais, il y a toujours deux axes très importants. Un, c'est tout ce qui est ballade, émotion. Et deux, c'est tout ce qui est rythmique. Je me retrouve aussi beaucoup dans le rythme. Normalement, les choses auxquelles je pense maintenant, elles ne sont pas encore sur un disque. Donc je vais parler de mon passé. Et comme tu le sais, c'est toujours compliqué de parler de ce qu'on a fait puisqu'on est déjà quelque part d'autre. Quand on parle, ou même quand on est en train de promouvoir ce qu'on vient de faire, entre guillemets. Alors il y a, je dirais, dans le disque Matan Malit, sorti en 2012 sur ESM, le premier morceau, Kanyomot, qui est un morceau qu'on a énormément joué avec le quartet, et que c'était un bis. C'était souvent notre bis. On disait que c'était la claque d'émotion pour le public. Et c'est un très bel arrangement. À la fin, il y a les paroles, c'est très ballade, c'est extrêmement vide. Si tu veux, il y a juste le batteur qui joue le rythme, et moi je commence à chanter ensuite. La basse et le piano rentrent, et à la fin, il y a une sorte de vamp qui se passe, avec une superposition rythmique, où moi je chante par-dessus, en fait. C'est comme si je vole par-dessus le groupe. Et c'est un morceau qui est très très beau, qui me touche toujours autant. Et je suis assez fière, parce qu'en fait, quand je l'ai montré à Sitzel Endresen, ce morceau-là, elle a pleuré. Alors, je me suis dit, bon, c'est le morceau qui a fait pleurer Sitzel Endresen. Elle m'a dit, c'est beau. C'est quelque chose. Voilà, donc j'ai ce souvenir lié avec Sitzel. Et ça, c'est un morceau que tu as écrit ou... Alors non, ça c'est un morceau traditionnel qu'on a arrangé avec le quartet. Donc si on écoute la version originale, c'est très loin en fait. On en a vraiment fait quelque chose c'est presque comme une composition, mais c'est basé sur un morceau traditionnel. Le deuxième morceau, alors c'est sur l'autre album avec le quartet d'Alan Duche, sorti en 2015, et c'est un morceau que je continue toujours à chanter en fait en live. Il me correspond plus en live que sur l'album. Ça s'appelle Sut, c'est un morceau du Kosovo, chanté par une grande chanteuse du Kosovo, Nejmiye Pagarusha, chanteuse classique qui a aussi chanté des choses traditionnelles. Là aussi, c'est un arrangement spécial. C'est très rythmique et puis c'est presque comme une transe, comme ça. Le morceau, on rentre quasi dans une transe avec une mélodie très orientale. Et ça parle d'une femme qui demande à la lune de l'aider à retrouver son amoureux. Parce qu'en fait, il a disparu dans la nuit. J'aime bien cette histoire. Et c'est un morceau qui me représente aussi.
dans ce qu'il y a de très rythmique, un peu dans cet état de transe, dans ces mélodies orientales. Et quand je le chante, je pense aussi souvent à Björk et à une chanson particulièrement qui s'appelle Human Behavior. Ça me fait penser à certains moments à ça, parce qu'il y a les percussions et puis il y a la voix comme ça par-dessus. Donc il y a quelque chose qui me fait toujours penser à Björk quand je le chante en live. Parce que la version discographique est un peu plus réservée. Hein, elle est pas... mais en live, ça fait vraiment cet effet-là. Donc je pourrais dire que c'est un peu 2 morceaux qui me représentent. Maintenant, sans avoir trop le temps de réfléchir. Mais voilà, si tu me poses cette question l'année prochaine ou quand j'aurai mon nouvel album, je te répondrai autre chose. Donc c'est des choses qui évoluent. Ouais, et c'est ça que j'aime bien en fait. Et c'est ça que j'ai appris à accepter avec le temps. C'est que ce que j'aimais ou ce qui me représentait avant peut-être me représente plus aujourd'hui ou me représentera plus demain. Donc voilà. Quelle est la place de l'improvisation dans ta musique ? Je pense que la place d'improvisation dans ma musique est assez importante. Mais de façon différente. Ça veut dire il y a cette façon d'improviser sur une mélodie, un thème, qu'on chante, qu'on rechante. Et c'est comme ça, comme des mini, comme Billie Holiday qui par exemple, ne scattait jamais, mais qui avait toujours un espace de liberté dans la façon dont elle interprétait les thèmes. Donc ça c'est et ça c'est pour moi aussi de l'improvisation, dans le phrasé, dans le retard qu'on prend ou l'avance, ou dans certaines notes qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et ensuite il y a cette part de l'improvisation qui est plus évidente, qui est le scat, qui est aussi les sons, qui est aussi tout d'un coup on est un instrument, il n'y a plus de paroles. Et on veut dire quelque chose par des mélodies, par des rythmes, par des sons. Donc voilà, c'est important. Pour moi, c'est important. Je dirais que, en même temps, j'ai quelque chose de très structuré dans ma musique. Il y a des choses qui ne bougent pas et dont j'essaye de rendre de façon la plus pure. Donc il y a un côté un peu classique. Et d'un autre côté, il y a vraiment des espaces où je me laisse improviser. Et dans le solo, par exemple, qui est quelque chose d'assez structuré, souvent il m'est arrivé de faire une erreur ou quelque chose et j'ai souvent profité de cette erreur pour aller autre part. Donc j'ai appris vraiment à faire ça avec le solo et ça m'a beaucoup soulagée. Ça veut dire, ça m'a beaucoup appris aussi en jouant par la suite avec les autres à apprendre de ça. C'est, en fait, finalement, une erreur, c'est aussi une opportunité à aller vers autre chose. Donc, et puis finalement, l'improvisation, c'est aussi un état d'esprit, c'est reste ouvert, rien n'est fixe. Et c'est aussi ne pas essayer de refaire la même chose que hier, même si hier c'était super. Et aujourd'hui, on n'est plus hier, donc essaye de faire la version d'aujourd'hui. Donc, je pense aussi ce qui est important dans l'improvisation, c'est ne pas s'attacher aux choses qu'on a aimées ou pas aimées, mais c'est essayer de ne pas s'attacher. Parce que finalement, je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses. Non, finalement, je voulais dire que quand on est dans cet état de performance, qu'on est sur la scène, pour moi, c'est aussi un état de méditation. C'est presque comme un état de pleine conscience, parce qu'il ne faut pas s'attacher à ce qu'on a aimé, à ce qu'on n'a pas aimé, à des versions. Il faut essayer d'être le plus dans le moment possible. Et cette recherche-là, d'être dans le moment, elle correspond tout à fait à la recherche qu'on a quand on fait de la méditation ou quand on fait du Qigong ou Tai Chi, enfin toutes ces disciplines qui demandent cet état de pleine conscience. Et pour moi, être là sur scène, chanter, c'est la même recherche, c'est la même chose. Et quand tu improvises, est-ce que tu es dans le lâcher-prise total ou est-ce que tu penses à l'aspect harmonique ? Oui, je pense à l'aspect harmonique, mais je pense plutôt de façon à ce que
parce que chez moi, l'harmonie, je n'y pense pas de façon consciente. C'est plutôt les sons qui se sont... c'est plutôt la couleur des sons, en fait. Je pense, j'aime bien cette couleur, ou il y a cette couleur, ou cette couleur. Alors, bien sûr qu'on met les noms, et puis mais ça, c'est quand je travaille que je peux mettre les noms, ou me dire, ça, c'est la sixte, et puis elle fait ça, et puis ça, c'est la neuvième. Après, ce que j'essaie de faire, c'est d'oublier ça, et puis d'avoir les sons qui correspondent à une couleur, avec lesquels j'ai envie j'entends quelque chose à ce moment-là, et j'improvise. Parce que si je commence à réfléchir sur scène, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est un petit peu ça. Ce qui est très très dur dans l'improvisation, c'est que on peut faire que ce qu'on connaît déjà. Donc il y a tout ce travail en amont qui est très important, et ensuite quand on est sur scène, il n'y a que ce qu'on connaît très bien qui ressort. Tout le reste a disparu. J'imagine que le fait que tu sois instrumentiste t'aide aussi dans l'improvisation. Alors, je ne suis pas une vraie instrumentiste. Je veux dire, je m'accompagne. Hein, c'est très différent. Mais bien sûr que quand j'improvise, par exemple, le piano, c'est quelque chose qui aide, puisque c'est très visuel. Donc, on peut vraiment voir les gammes, voir les accords, voir les choses. Donc oui, ça aide. Mais je suis pas... Je sais pas vraiment improviser au piano, je sais juste m'accompagner. C'est un peu ça la réalité. Et quel est ton rapport au rythme ? Donc tu nous en parlais parce que ça fait partie intégrante des mélodies dans la musique balkanaise. Oui. Pour moi, le rythme, en fait, c'est... Je pense que c'est un des aspects, sinon l'aspect souvent le plus important, dans la couleur d'un groupe, par exemple. Quand on change un batteur, il y a tout le groupe qui change. Donc, aussi, quand on compose une chanson, en fait, sans se rendre compte, quand on parle des mélodies et tout ça, moi, ça part souvent d'une mélodie ou parfois aussi d'une suite d'accords. Mais en fait, ce qui donne vraiment, j'ai l'impression, ce qui donne vraiment le caractère à quelque chose, c'est le rythme. Moi, j'ai l'impression vraiment que ça définit le caractère d'une chanson. Et que, en changeant le rythme, on change tout. Alors que peut-être en changeant un peu l'harmonie ou la mélodie, on ne change pas autant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est toujours là, dont on ne se rend pas compte de son importance. Et qui, si on regarde vraiment de plus près, on se rend compte de combien c'est important. Mais souvent, we take it for granted, comme on dit en anglais. Donc voilà. C'est ça le rythme. Et les syllabes, je reviens un peu en arrière avec l'improvisation, les syllabes que tu utilises quand tu improvises, est-ce que tu as l'impression que ça vient de ce que tu as appris avec la tradition américaine ? Est-ce que tu as l'impression que ça vient plutôt de tes origines, de ce que tu fais, comment est-ce que tu décrirais les sonorités que tu utilises quand tu improvises ? Bonne question. Qui sonne en fait extrêmement naturel. C'est vraiment comme si ça faisait partie intégrante de toi. Donc c'est pour ça que si tu dois vraiment conscientiser ça, qu'est-ce qui te parlerait ? Ça, pas de la tradition du scat, certainement pas, parce que ça je fais jamais des doupidou, wadou, ba. Ça me fait trop penser au solfège en plus. Mais alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a un peu influencée. C'est quelqu'un dont je trouvais que les sonorités, une chanteuse dont je trouvais que les sonorités, quand elle improvisait, sonnaient très bien, c'est Maria João. Dans tout ce qu'elle fait, qui est un petit peu ouvert, un peu majeur,
un peu comme ça, avec des sonorités... je dirais... c'est quelqu'un dont je me dis, ah, j'aime bien ses couleurs, j'aime bien ce qu'elle fait. Et je le retrouve des fois chez moi. Et il y a aussi 2 chanteurs, en fait c'est des chanteurs suisses qui ont été les premiers, quand j'ai commencé l'école de jazz, ont été les premiers qui pour moi n'étaient pas des chanteurs normaux. Donc en fait c'était beaucoup plus des chanteurs instrumentistes, même ils n'aimaient pas trop les textes, ils adoraient le moment où ils allaient pouvoir chanter. Donc le premier c'est Andreas Scherer, puisqu'on était à la même école à Berne, on a étudié ensemble. Quelqu'un qui m'a impressionnée par sa façon de jouer avec les sons. Et puis la deuxième, elle est en Suisse, elle enseigne à Bâle, en fait, c'est Lisette Spindler. Et ils m'ont un peu ouvert les yeux à ce moment-là. Et j'ai l'impression que j'ai été inspirée par eux. Et puis ensuite, je sais pas, par le fait que je marche toujours dans la rue, et puis en fait, je chante, hein, souvent quand je suis seule et que je marche, la chose que je fais, si je ne réfléchis pas à des choses très précises, je chante. Et la plupart du temps, où je dis des choses qui ne ressemblent pas vraiment à des paroles, ou alors j'improvise avec des sons. Donc c'est quelque chose qui s'est un petit peu... Mais ça, c'est les 3 personnes, je pense, qui m'ont influencée de façon... Et c'est des gens qui improvisent beaucoup sur des choses modales. Et qui improvisent beaucoup avec le son en lui-même. Et qui ne pensent pas forcément à la note, qu'est-ce qu'elle est, mais c'est aussi d'abord le son. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant de ne pas penser, mais je ne pense pas à la note, mais c'est avec le son que j'ai envie d'improviser, et c'est le son qui m'amène à la note. Donc c'est encore une fois un détour, comme je te parlais de cet autre détour. Voilà, c'est ce que je peux dire maintenant, comme ça, puisque j'ai jamais réfléchi à ça, en fait. Tu sais, on le fait toujours de façon... Ouais. Quand tu as, pour la première fois, et même par la suite, enregistré pour le label ECM, est-ce que tu as eu toutes les libertés que tu désirais? Oui, absolument. Ça, c'est... La rencontre avec Manfred s'est très bien passée. Il a beaucoup aimé la musique. On était très heureux d'enregistrer. On a enregistré à la Buissonne avec Gérard de Haro. C'est là, d'ailleurs, que j'ai enregistré tous les autres disques ECM. Et moi, j'étais d'abord très surprise parce que quand j'ai entendu ma voix avec le son ECM, je me suis dit, waouh, mais c'est beau en fait. J'ai l'impression que Manfred en fait a magnifié encore la voix. Et ça m'a énormément touchée, énormément plu. Oui, tout s'est bien passé. C'était c'est des très beaux souvenirs en fait, les enregistrements avec ECM. Et à propos de la composition, est-ce que tu as un processus que tu utilises de manière assez méthodique quand tu composes, ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois différent? Alors c'est différent, mais c'est différent, mais je sais assez bien qu'est-ce qui va amener quoi. Ça veut dire que il y a plusieurs façons dont je procède. Des fois, c'est des paroles que j'ai, qui existent. Et à partir de là, j'essaie de trouver une mélodie, j'essaie de trouver un rythme que les paroles m'imposent. D'abord. C'est ça, donc d'abord c'est les paroles, le pilier. Après il y a une autre façon de faire, parce que je suis contente, j'ai pas qu'une seule façon de faire. Des fois c'est tout d'un coup j'ai des accords ou j'ai un ostinato, c'est quand je m'assieds au piano, et puis c'est vraiment un détail mélodique
qui attire mon attention, et je le rejoue, je le joue et je le rejoue. Et tout d'un coup, c'est la musique et le rythme qui m'amènent en fait le sens de quoi cette chanson elle va parler. Et des fois, c'est juste une mélodie. Si je suis dans la rue en train de chanter, des fois j'enregistre des choses sur mon téléphone, et des fois c'est juste une mélodie, et après je mets des paroles, je mets une harmonie, je mets voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais c'est à chaque fois mais je sais jamais qu'est-ce qui va être le point. Ou des fois c'est quand on joue des choses avec Rob, c'est Rob qui vient et me dit écoute ça, et puis on part de là. Et du coup vous composez ensemble? Oui, là on a composé ensemble, oui, des chansons. Et c'était la première fois, parce que moi j'ai jamais fait ça avec quelqu'un. Lui, il a déjà fait ça dans d'autres projets, mais là, c'était vraiment la première fois, et c'est très beau. Et surtout, des fois, ce qui est beau, c'est de voir l'incrédulité de l'autre, ou de soi, quand l'autre montre quelque chose, tu te dis et puis ensuite, quand tu le travailles, vraiment, ça arrive à quelque chose. Donc, c'est de voir tout ce processus, en fait. C'est que... Moi, je sais, s'il y a quelque chose qui me plaît, un détail qui vraiment me marque, je sais qu'on peut l'agrandir, et ça peut vraiment devenir quelque chose. Ça, c'est... j'ai la chance de... En fait, je compose pas beaucoup, mais presque tout ce que je compose, je garde. Parce qu'il y a des gens qui font plein, et ils en gardent un petit peu. Et moi, je garde presque tout. J'ai très peu de chansons qui sont pas finies, ou qui sont juste des idées que j'ai laissées. Et même, je me dis, je vais y revenir un jour, je le sais. Donc, je suis plutôt de ce genre-là. Je suis lente, mais je garde tout. Quelle chance, c'est bien. Il n'y a rien acheté, c'est magnifique. Maintenant, je vais te parler un petit peu plus dans l'introspection. Est-ce que tu peux me dire quel est ton rapport à ta propre voix? Mon rapport à ma propre voix, ça c'est une question complexe. Est-ce que vous êtes copines? Je pense qu'on est assez copines. Ouais. Des fois on se dispute, des fois je l'énerve ou elle m'énerve. J'ai l'impression surtout que quand je la travaille, je suis assez stricte avec ma voix. Mais par contre, j'ai l'impression vraiment qu'on est ensemble quand il y a un public. Ça veut dire que je pense qu'il y a chez moi vraiment un élément de la performance qui est très important. Et j'ai l'impression que je suis une avec ma voix quand je peux transmettre. Quand je suis seule, on est plutôt elle et moi, tandis qu'on devient vraiment un quand voilà sur scène en fait. Ouais, c'est assez intéressant. Je pense que pour beaucoup de chanteurs c'est comme ça. Ouais. J'y avais jamais réfléchi, mais oui. Ouais, moi je le ressens. Ouais. En tout cas, de la même Tu manière. le ressens de la même manière, oui, voilà. tout à fait. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que ta voix change avec le temps? Oui. Avec l'âge, oserais-je Absolument, dire. oui, avec l'âge, tout à fait. Oui, et puis il y a aussi mon premier disque avec le quartet qu'on a enregistré en 2006. Quand je l'écoute, je ne peux pas l'écouter en fait, parce que je me dis non, ça c'est pas bien, non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et la voix sonne très différente. Elle sonne beaucoup plus jeune, elle a moins de basse. Moi j'ai l'impression qu'avec l'âge, j'ai plus d'ambitus, donc j'ai plus de basse, mais j'ai aussi plus d'aigus, qu'elle est aussi plus flexible et qu'elle est plus ronde en fait avec le temps. Est-ce que tu as une hygiène vocale que tu suis, ou est-ce que tu es assez cool avec les règles des chanteuses, que certaines chanteuses, en tout cas classiques, s'imposent? Par exemple, de ne pas parler, des choses comme ça? Pas parler, pas boire ceci, pas manger cela, dormir, tout ça. Alors j'essaye. Je sais que dormir, c'est extrêmement important de toute façon. Mais contrairement aux chanteuses classiques, c'est que moi,
il m'est arrivé de faire presque mes plus beaux concerts à des moments où j'avais très peu dormi, où j'étais très fatiguée. Donc, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye d'être bien avec ce qui se passe sur le moment. Donc, si tout d'un coup, je dois me lever tôt et voyager et chanter, je vais essayer d'être en paix avec ça et de me dire c'est comme ça, j'accepte. Parce que du moment où on lutte contre quelque chose, pour moi, on tend, on n'est plus dans la... On ne lâche pas. Et la voix, si on est tendu et si on tend, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Et puis, j'essaye de vivre, enfin de me laisser vivre, parce que si je me mets trop de restrictions, après j'ai l'impression que j'arrive pas à vivre. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui a tendance à exagérer les choses, donc j'essaye aussi de me retenir, de pas trop faire la fête, pas trop faire ci. Malheureusement, les chanteuses et les chanteurs adorent boire, adorent parler, adorent faire toutes ces choses-là qu'il faut pas faire. Mais voilà, avec le temps, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'accepter les choses comme elles sont et puis de pas aller contre. C'est ça qui m'aide le plus pour chanter bien, pour être bien avec ma voix et puis avec ce qui m'entoure et puis d'être reconnaissante finalement. C'est vrai, on a un cadeau. On a un cadeau, puis c'est aussi un cadeau de faire ce métier-là et puis de voyager et de pouvoir chanter ce qu'on veut devant des gens et puis de pouvoir se sentir libre. Et ça, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ouais. Tu nous parlais en tout début d'interview de cette place de la femme au milieu d'un monde très 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 masculin qu'est la musique, le jazz en particulier. Comment est-ce que toi tu te sens dans ce monde-là ? J'ai diverses expériences. Moi, j'ai eu la chance de... j'ai la chance de... En fait, j'aime les hommes. Dès petite, j'avais beaucoup d'amis hommes et puis j'ai toujours su un peu être dans cette sorte de fraternité avec les hommes. Et je me suis toujours bien sentie dans un univers d'hommes. C'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Et puis aussi parce que j'ai longtemps eu un quartet qui a eu mon nom, on partait en tournée, j'étais un peu responsable. Donc j'ai aussi eu un peu ce côté maman, entre guillemets, qui s'est développé, et puis faire attention, et puis d'être avec les gens en tournée. Mais j'ai toujours été très solidaire avec les femmes dans ce milieu. Je les ai toujours vues comme des sœurs et pas comme des rivales. Donc je pense que c'est ce qui est le plus important. Une fois, une journaliste albanaise m'a dit cette chose-là que j'oublierai jamais. Elle m'a dit que le féminisme commence par la solidarité des femmes. Et c'est vrai. Tant que les femmes se voient comme des rivales, il ne peut pas y avoir de féminisme. Et je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, je pense qu'il faut être très, très au clair avec soi-même. C'est ne pas être que dans un rôle de séduction avec les hommes, et de pouvoir être dans cette fraternité. Et puis aussi d'être dans la solidarité avec les femmes qui sont aussi dans ce milieu. Finalement, c'est être solidaire avec tout le monde. Je pense que c'est ça. Toi, tu t'es toujours sentie bien accueillie dans ce monde ? Oui. Ouais. Toujours bien accueillie. J'ai eu de la chance. Mais c'est certainement pas que de la chance. La chance, mais aussi voilà, aussi des hommes. La situation que tu as créée toi. Oui, mais aussi des hommes. J'ai toujours été entourée d'hommes qui étaient très respectueux et puis très aussi sensibles et voilà. Je pense que peut-être le même cas dans les années 80 ou dans les années 90, ça aurait été différent parce qu'on parle aussi après les années 2000 aussi, les choses sont où ça dépend des endroits, ça dépend des pays, ça dépend voilà. Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à un courant artistique ? Oui, j'ai l'impression que j'appartiens au jazz européen, que j'appartiens à la famille du jazz européen, absolument. Bonne réponse. Il se passait quoi si je faisais la mauvaise réponse ?
Très bien. Est-ce que tu as déjà ressenti l'envie de la création d'un réseau de chanteurs de jazz européens? Qui servirait à quoi, par exemple? Je sais pas. Oui, je pense en tout cas... oui, je pense que, par exemple, les jeunes, je pense surtout aux jeunes, quand on est à l'école de jazz, et puis qu'on est là dans les workshops, et puis qu'il y a tous les saxophonistes qui savent jouer toutes les notes, Ouais. et puis toi, tu es la chanteuse, puis si tu n'entends pas, tu ne peux pas les jouer. Je pense qu'il y a cette frustration-là dans la façon dont le jazz est enseigné parfois. La frustration que les chanteurs peuvent avoir avant de pouvoir découvrir où est leur force et ce qu'ils peuvent faire. Que si tout d'un coup il y avait un réseau comme ça de chanteurs européens, moi en tant que jeune chanteuse, ça m'aurait plu de pouvoir avoir accès à ça ou des autres chanteurs qui racontent leur parcours et oui, ça, absolument. Je pense que c'est important. Oui, puisque c'est pas facile en tant que chanteur dans le jazz de faire un chemin qui est aussi qui prend aussi le rôle du chanteur, mais aussi on a aussi un autre rôle, peut-être plus de l'instrumentiste, plus des choses expérimentales et de pouvoir allier les deux. Et c'est de toute façon toujours une recherche. Mais je pense que c'est une bonne idée, absolument. Ouais. De se sentir moins seul. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est à quoi je pense. Alors pour la partie interview, on a fini. Okay. Je te remercie infiniment. Écoute, je t'en prie. Vraiment, c'était un bonheur d'avoir ton point de vue sur tous ces points-là et c'était très enrichissant, vraiment.